Quelles autres actualités ont retenu votre attention sur la scène européenne? Alors, il se passe beaucoup de choses en ce moment en Europe. Le 14 mars, donc, le nouveau gouvernement allemand a pris ses fonctions avec la chancelière Merkel qui a été investie pour un 4e mandat. C'est un tour de force. Elle est en train de se hisser au niveau du chancelier Bismarck, mais elle est quand même extrêmement affaiblie et son soutien à l'investiture a été très chichement mesuré par les députés. Vous savez qu'il y a une grosse coalition, comme on dit en allemand, des grosses coalitions que les observateurs appellent GroKo, et qui agglomèrent 3 partis. La CDU, le parti chrétien-démocrate, qui est le parti de Mme Merkel, la CSU, la CSU bavaroise, qui est en Bavière, c'est une exception par rapport au reste de l'Allemagne, il n'y a pas la CDU, mais la CSU, les chrétiens sociaux, qui est considérée généralement comme plus à droite que la CDU. Et puis, mais ils sont presque toujours alliés. Et puis enfin, le Parti socialiste, le Parti social-démocrate, le SPD. Donc cette grosse coalition, rappelez-vous ce qui s'est passé, il y a eu pendant 6 mois des tergiversations parce que ils n'arrivaient pas à faire des coalitions différentes. Alors, Mme Merkel a pris ses fonctions. Elle a été flanquée de 2 personnes. D'une part, de M. Scholz, qu'il ne faut pas confondre avec M. Schulz. Martin Schulz, c'était l'ancien président du Parlement européen. Il a été à la tête du SPD et puis il s'est ramassé des très très mauvais résultats. Il avait dit qu'il ne ferait jamais alliance avec Mme Merkel. Et puis au dernier moment, il a dit qu'il allait faire alliance et qu'il allait prendre un poste de ministre. Tout cela, là, il s'est suicidé politiquement. Il a été dégagé de la scène politique. Martin Schulz a disparu. En revanche, on voit l'apparition de quelqu'un d'autre qui s'appelle Olaf Scholz. Et ce monsieur Scholz, du SPD, devient le nouveau ministre des Finances. Ministre des Finances socialiste, mais enfin de socialiste pour rire, un socialiste version Manuel Valls. C'est-à-dire que monsieur Scholz fut ministre du Travail au moment, sous Gerhard Schröder, au moment des grandes réformes Hartz I, II, III et IV, c'est-à-dire au moment où on a créé des tout petits boulots en Allemagne payés 3 fois rien. Donc en fait, il approuve le démantèlement du droit du travail imposé par les traités européens. Il a également été l'un des auteurs du fait de porter l'âge du départ à la retraite en Allemagne à 67 ans. D'ailleurs, au passage, on a appris ces jours-ci, par des statistiques de l'Office de statistique européen, le développement de la pauvreté chez les chômeurs, qui est très important, et en particulier en Allemagne. Parce que l'Allemagne nous est toujours présentée comme un pays modèle. En réalité, ça n'est pas le cas. Il y a une paupérisation chez les chômeurs allemands qui est tout à fait considérable. Et d'ailleurs, d'après ces mêmes statistiques, on apprenait que le nombre de personnes pauvres avait monté dans la zone euro de 2006 à 2016, avait monté de 2,2 points. Dans l'ensemble de l'Union européenne, avait monté de 1,7 points. C'est-à-dire que dans l'ensemble de l'Union européenne, la pauvreté ne cesse de se développer, mais la pauvreté augmente encore plus vite dans la zone euro. C'est l'un des graphiques, une des statistiques les plus cinglantes qui soit sur l'échec effrayant que représente l'euro et l'euro en matière de développement. Rappelez-vous ce qu'on avait dit aux Français sur l'euro, qu'elle allait apporter plus de croissance et plus d'emplois. Alors, donc ça, c'est pour M. Scholz, Olaf Scholz, donc qui va être ministre des Finances, mais dont il ne faut rien attendre de particulier, qui aille dans le sens de Macron ou de l'union de transfert. C'est-à-dire qu'il va s'inscrire dans les pas de son prédécesseur Wolfgang Schäuble, c'est-à-dire hors de question que l'Allemagne accepte, si peu que ce soit, de financer ad vitam aeternam les déficits des pays du sud de l'Europe. Ça, faut absolument en être certain. Alors, Madame Merkel, lorsqu'elle a signé le Koalitionsvertrag, c'était le contrat de coalition, le 12 mars, elle était flanquée donc de Olaf Scholz à sa gauche et à sa droite d'un monsieur qui s'appelle monsieur Seehofer, qui est très très grand, qui est un espèce de géant, qui lui est de la CSU. Et lui, il devient le ministre de l'Intérieur, de la Construction et de la Patrie. Heimat en allemand. Voilà, ministre de l'Intérieur et de la Patrie. Je ne sais pas très bien comment ça serait perçu dans les médias français s'il y avait un gouvernement français et dont le locataire de la place Beauvau serait ministre de l'Intérieur et de la Patrie.
on hurlerait probablement dans les médias français à un gouvernement d'extrême droite ou crypto-fasciste. En attendant, c'est le titre du ministre de l'Intérieur. Alors lui, c'est la CSU, qui est vraiment un allié très très à droite. A priori, ce gouvernement va donc mettre le holà sur les problèmes migratoires. Vous savez que ça a beaucoup déstabilisé Mme Merkel. Elle a accepté l'arrivée sur le sol allemand, contre la volonté des Allemands, de, je crois, au moins 700 000 migrants. Ces gens venus notamment de Syrie et acheminés notamment dans des conditions sur lesquelles il faudrait mener une enquête, puisque d'après, c'est pas des rumeurs, c'est des articles de presse entiers qui ont été consacrés à ça, eh bien on sait qu'il y a derrière ça les actions de M. George Soros, qui a contribué à financer ces opérations. Alors voilà le nouveau gouvernement allemand. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? On a publié un dossier sur notre site internet que je vous suggère d'aller lire, qui est très très bien, qui a été pour l'essentiel rédigé par Alain Moreau, qui est un de nos adhérents vivants en Allemagne, qui a fait un très bon dossier. Dossier qui a été ensuite relu, peaufiné par Vincent Brousseau, puis relu et peaufiné par moi-même, comme c'est toujours le cas à chaque fois qu'on publie quelque chose sur le site. Franchement, je pense que c'est un bon dossier qui fait bien le point sur la situation en Allemagne et où on prouve qu'en fait, M. Macron est complètement isolé sur la scène européenne et internationale, avec ses projets délirants de réforme de la zone euro, de défense européenne, de listes transnationales, etc. Tout ça, c'est du pipeau, en réalité, et notamment, non seulement l'Allemagne, mais aussi les Pays-Bas, et de façon plus générale, tous les pays du nord de l'Europe sont totalement vent debout contre les élucubrations de Macron, qui d'ailleurs sont un peu les mêmes que les élucubrations de Jean-Claude Juncker. Ils disent à peu près la même chose, ce qui donne à penser qu'il y a peut-être derrière tout ça certains cénacles euro-atlantistes qui essayent de faire passer par l'intermédiaire de ces deux marionnettes des projets de réforme de l'Europe. En attendant, ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir que Macron, lorsqu'il se rend au Royaume-Uni, il dit à la BBC que s'il y avait un vote en France sur le Frexit, probablement les Français voteraient pour, ce qui est quand même incroyable. Et s'il pense et s'il dit cela, la moindre des choses serait qu'il mette un coup d'arrêt à la fuite en avant européenne et qu'il organise précisément un référendum auprès des Français. C'est pas ce qu'il fait. Il donne l'impression d'une fuite en avant et il donne l'impression décidément d'être complètement coupé de son peuple, alors que les Allemands, les Anglais, les Néerlandais, les Scandinaves, à tout prendre, respectent quand même davantage les principes de souveraineté populaire. C'est tout très relatif, puisque j'en profite pour souligner au passage une information qui était restée, qu'on a appris à la fin du mois de février, mais je n'étais pas là pour en parler lors d'un entretien d'actualité. Cette information absolument extraordinaire, venue des Pays-Bas, où le gouvernement de M. Rutte, Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, a décidé de supprimer le référendum d'initiative populaire. Voilà. Tel quel. Pourquoi ça? Parce qu'ils ont fait quelques référendums. Rappelez-vous, en 2005, c'était 3 jours après le référendum français sur la Constitution européenne, les Français avaient voté non à 55%, les Néerlandais ont voté non à 62%. Et puis il y a eu ce référendum qui a eu lieu sur l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Je crois que c'est un référendum qui a eu lieu en 2016, où les Néerlandais ont voté non. Et le gouvernement néerlandais a fait avec les Néerlandais exactement ce que le gouvernement français a fait avec les Français, c'est-à-dire que les Français ont voté non à la Constitution européenne à 55%. La France a pourtant ratifié le traité de Lisbonne, qui est la reprise au mot près de la Constitution européenne, ce qu'ont fait également les Néerlandais. Et le gouvernement de M. Rutte a, en définitive, accepté l'accord d'association Ukraine-Union européenne. Il a piétiné ouvertement le résultat du référendum néerlandais. Alors maintenant, pourquoi se gêner? Ils ont décidé tout simplement maintenant qu'il n'y aurait plus de référendum. Voilà, c'est quelque chose qui est absolument terrifiant quand on y réfléchit, puisque désormais, les européistes ne se cachent plus, ils ne veulent plus de référendum, ils ne veulent plus demander l'avis des populations au motif que ce serait trop compliqué. On a d'ailleurs vu le journal Le Monde qui a diffusé une petite vidéo sur le sujet, sur le thème, que les référendums donnent toujours des résultats biaisés. Je voudrais dire au journal Le Monde que si les référendums donnent des résultats biaisés, toutes les élections donnent des résultats biaisés.
Parce que lorsque les gens ont voté Macron, par exemple, parce que, paraît-il, il était beau et qu'il était une gravure de mode qu'on voyait sur Paris Match, les gens n'ont pas voté en sachant que M. Macron allait démolir la SNCF. Donc toutes les élections sont en fait biaisées. Donc si le journal Le Monde considère qu'il ne faut plus faire de référendum parce que c'est une élection biaisée, il faut que le journal Le Monde aille jusqu'au bout de la logique et que le journal Le Monde nous explique qu'il ne faut plus qu'il y ait de vote du tout. Parce que voter, c'est être populiste. D'ailleurs, je n'ai jamais très bien compris, moi, la différence qu'il y a entre la démocratie et le populisme, puisque la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc le populisme, je ne comprends pas, il faudrait qu'on m'explique. En réalité, dans la novlangue qui nous est imposée actuellement, un populiste, c'est toute personne qui n'est pas d'accord avec ce qu'il entend sur TF1 et BFM. Voilà. C'est-à-dire que si on approuve la construction européenne, l'OTAN, si on gobe les bobards selon lesquels c'est Poutine qui a organisé l'élection de Trump, qui a organisé le Brexit, qui a organisé les élections en Italie, etc. Si on trouve qu'il faut absolument envoyer des chars de français et de l'OTAN pour se protéger de la menace russe, si on trouve tout ça, alors à ce moment-là, on est quelqu'un de bien. Et dès qu'on commence à poser une question, mais c'est quand même un peu bizarre, là, c'est le populisme. Il faut que le journal Le Monde aille jusqu'au bout de sa logique et qu'il explique aussi à ses lecteurs que toutes les autres élections, à part les référendums, sont toujours biaisées. Parce que les Français, finalement, pourquoi seraient-ils plus compétents pour élire un député qui va avoir à traiter du budget et de quantité d'affaires, comme les traités internationaux, les assiettes fiscales, les dotations globales de fonctionnement, ce sont des sujets très techniques. Donc pourquoi un citoyen serait-il mieux à même de juger le député qui va le représenter pour traiter de ces sujets plutôt que d'être pour ou contre la Constitution européenne? Non. Voilà. Le journal Le Monde, je trouve, devrait demander de supprimer toutes les élections. Il serait enfin logique avec les jours heureux, le bel avenir, l'avenir radieux de la construction européenne.